La communauté de communes du Pays de Redon a voté l'adhésion au syndicat mixte aéroportuaire du projet de Notre-Dame-des-Landes. Quelle est la nature de cette participation et à quelle hauteur se situe-t-elle? Alors pour l'instant, la participation, comme vous l'avez souligné, la communauté de communes a délibéré. La participation n'est pas connue et il n'y en a aucune qui a été pour l'heure appelée, puisque le syndicat mixte et aéroportuaire était constitué avant que nous y adhérions. Donc l'adhésion consiste en quoi finalement? L'adhésion consiste à montrer un geste fort, à la fois de soutien au projet et surtout affirmer la position d'un territoire qui est à la fois un nœud routier. La communauté de communes est à équidistance des trois grandes métropoles, est à la fois un nœud routier, un nœud nautique qu'il convient de développer, mais surtout un nœud ferroviaire. Et pour nous, l'impact de Notre-Dame-des-Landes demain ne fera que renforcer ce nœud ferroviaire et donc, par essence, l'attractivité de notre territoire. Le coût global de l'aéroport est estimé en 2010 à 561 millions hors taxes d'euros, dont la part de l'État 125 millions, la part des collectivités territoriales 115 millions 500 000 et l'apport du groupe Vinci 310 millions. Ce budget est-il toujours d'actualité? À ma connaissance, oui. Les dernières informations données sont celles que vous mentionnez. Je les reprends dans l'ordre. Donc Vinci, 350 et quelques millions. Moi j'ai 315. Ouais, mais ça doit être 350, je crois. L'État, 150 et les collectivités, 115 pour le Conseil général de Loire-Atlantique. Je crois que c'est de l'ordre de 18 millions d'euros. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes répond principalement à un objectif de développement foncier sur la zone d'urbanisation de la métropole nantaise. D'ailleurs, comme le confirme Nicolas Notbaert, le président de Vinci Airport, donc je cite dans l'Express du 25 juillet 2012, ce transfert n'est pas une réponse à des problèmes aéronautiques, mais un choix politique de développement du territoire. Quelle est dans ce contexte la cohérence et l'intérêt pour le Pays de Redon, puisque vous contribuez indirectement au développement foncier de la métropole nantaise? Alors, on ne va pas tricher. Effectivement, je suis bien content que vous me posiez la question parce que elle n'a, à mon sens, dans les médias, jamais été posée vraiment en ces termes. Si moi-même, à une époque, et d'autres élus du territoire du Pays de Redon, avons pu douter un court instant de la pertinence de cet aéroport, puisqu'on aurait pu faire comment dirais-je, des pistes perpendiculaires. Ça avait été envisagé. Nous avions donc à l'époque, nous, avec le Conseil général, et le président est venu ici expliquer la démarche, monsieur... Le prédécesseur de M. Grosvalet, Patrick Maréchal, était venu nous expliquer la démarche et donc le soutien que lui, en tant que conseiller général, apportait à Nantes Métropole. Je crois que ça a été affiché de tout temps. Je crois que Jacques Oxiette, le président de la région, Jean-Marc Ayrault, Rennes Métropole, aujourd'hui ministre, savent mieux que quiconque. Premier ministre. Premier ministre, oui, excusez-moi, le Premier ministre, savent mieux que quiconque ce qui est bon pour leur territoire. Et je crois que jusqu'alors, on ne peut pas guère leur reprocher de n'avoir pas accru à la fois l'attractivité des deux régions et surtout aussi accru l'attractivité du département de Loire-Atlantique. Alors, pour moi, la chose est claire. Si monsieur le ministre Jean-Marc Ayrault, de surcroît maire de Nantes, avait dû ou devait demain, c'est la lecture que j'en ai en tout cas, devait demain modifier quelque peu Nantes Atlantique avec des pistes perpendiculaires ou autres, toutes les solutions étaient envisagées. Il y avait aussi des expropriations conséquentes à faire. Il y avait le survol du lac de Grandlieu. Moi, je veux bien qu'on me dise que Notre-Dame-des-Landes, il y a une réserve écologique importante, mais le lac de Grandlieu,
à mon avis, est tout aussi important. Mais ce n'est pas le débat, puisqu'il y a eu un temps pour le débat, et il y a aujourd'hui un temps pour l'action, parce qu'à ma connaissance, il n'y a plus aucune contrainte à ce que cet aéroport se réalise. Et la lecture, que moi j'en ai personnellement, de la démarche de Jean-Marc Ayrault, c'est bien de se dire aujourd'hui, si demain je dois accroître la capacité d'accueil de Notre-Dame-des-Landes, comment je le fais ? Il y a deux solutions, effectivement. C'est de le faire tel que ça aurait pu être imaginé, mais qui aurait payé ? La région et le Conseil général et Nantes Métropole. Là, depuis 40 ans, un espace était dédié pour développer et accroître l'attractivité de la grande région Ouest, parce qu'il ne s'agit pas que de la région Pays de Loire, s'il s'agit bien là, la grande région Ouest, et les Bretons le soutiennent aussi. Il n'y a pas quand même que des idiots parmi les élus bretons, et je crois que la grande majorité le soutiennent. Donc si Jean-Marc Ayrault a fait cette démarche, je suis d'accord avec vous. C'est sans doute aussi une démarche foncière et immobilière, parce que qui aurait payé l'aéroport ? Eh bien, ça aurait été la région et le Conseil général. Et quel était le montant des coûts des travaux ? C'était quasiment plus de la moitié du futur aéroport. Et aujourd'hui, de pouvoir faire du développement urbain, de structurer Nantes Métropole, de structurer la ville et de rendre attractif une grande région ouest en prenant les terrains qui étaient réservés pour ça, puisque aujourd'hui, je le disais, il y a un temps pour le débat, il y a un temps pour l'action. 89% des terrains ont été acquis à l'amiable. Il y en a qui étaient réserves foncières, 1200 et quelques hectares, depuis les années 70. Nul ne l'ignorait. Les agriculteurs qui étaient sur le site en étaient parfaitement conscients. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a 89% des acquisitions amiables. Donc, regardons aussi, je ne veux pas donner là l'expression des gens qui sont pour, mais peu de gens pour le disent. Donc, moi, je considère, mais je n'ai pas à juger l'action du président, du maire de Nantes et surtout du ministre, mais je trouve que je suis tenté de dire sacrément bien joué. Pourquoi ? Parce qu'on amène dans une région qui va se développer, où on attend, Nantes Métropole aujourd'hui c'est 600 000, on attend 150 000 personnes supplémentaires puisque notre territoire est attractif. Il est à horizon à horizon 15 ans. C'est l'INSEE qui nous le dit. Aujourd'hui, il est attractif par son développement économique. Nantes-Saint-Nazaire, performant. La région Bretagne, très performante. Des 2 fois 2 voies gratuites, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Une attractivité du littoral. Du bien vivre ensemble. Une ville attractive au niveau culturel. Moi, je dis bravo. Je n'ai pas à faire de commentaires, mais je dis bravo, monsieur Ayrault, d'avoir effectivement pensez le développement de la région Grand Ouest, pensez le développement de votre ville et la sécuriser, puisque aujourd'hui, les avions survolent quand même 40 à 50 000 personnes, et demain, c'est entre 4 et 6 000. Donc, à la fois, il sécurise son aéroport, il développe son territoire, et il fait une réserve foncière conséquente qui va servir à la fois à accroître le développement économique, parce que sapristi de bon sens, mais qu'est-ce qui donne de l'emploi aujourd'hui au territoire ? On voit bien la souffrance de STX, gageons que ça va s'améliorer peut-être avec la DCNS ou autre, mais qu'est-ce qui donne de l'emploi au territoire ? Qui recrute aujourd'hui 400 personnes ? C'est bien à la fois EADS et les entreprises qui sont liées à la construction d'avions, notamment sur ce secteur à Nantes. Conservant une piste demain pour transporter les nez d'avions qui sont fabriqués là, dans des process en plus qui sont plus économes à la fois d'énergie, puisque beaucoup plus légers. Donc, renforcement de cette piste d'atterrissage pour le développement économique et 350 hectares qui pourront demain permettre le développement de la métropole. 320. 320, oui, 320 si vous voulez, mais grosso modo 320, oui, voilà. Si nous comprenons bien, en tant qu'habitants du Pays de Redon, l'éventuelle opportunité du projet Notre-Dame-des-Landes, sur un plan plus large, en tant que citoyen, on peut quand même s'interroger de son intérêt pour la société en général. Comme vous le savez, donc, dans tout projet de cette ampleur, on doit réaliser une SCBA. Une SCBA, c'est donc une analyse des coûts et bénéfices pour la société. Cette SCBA, donc, qui a été soumise à l'avis du public en 2006 par le biais de l'enquête publique, se base sur une hypothèse de croissance inchangée.
voire plutôt optimiste, avec un taux de croissance mondiale estimé à 3,5%. À l'époque, on était en 2006 à 3,2%. Le taux de croissance de la zone euro étant de 2,3%. Or, aujourd'hui, en 2012, au dernier chiffre et avec des prévisions qui sont à nouveau pessimistes, on a donc un taux de croissance mondial qui est plutôt de l'ordre de 1,5-1,6% et un taux de croissance de la zone euro qui est inférieur à 1%. Dans le rapport et l'avis des commissaires d'enquête, il est clairement indiqué que cette hypothèse ne favorise pas les aéroports régionaux, mais au contraire les grands hubs internationaux que représentent par exemple Roissy-Charles de Gaulle et Orly. À ce titre d'ailleurs, il y a un projet d'investissement de 600 millions d'euros pour agrandir et diversifier le pôle d'Orly. Est-ce que vous ne pensez pas que, à la lumière de ces nouvelles données, depuis la crise de 2008, il ne serait pas raisonnable de se remettre autour de la table et de demander un moratoire de ce projet? Alors, le moratoire, il a été proposé par quelques élus et écologistes. J'ai entendu ça. Le taux de croissance, ni vous ni moi ne pouvons en débattre aujourd'hui. Force est de constater que la croissance n'est plus à 2 ou 3%, elle est plutôt aux alentours de 0,8 à 1%. Les budgets d'ailleurs nationaux sont faits sur cette hypothèse. Simplement, si, comme vous me le disiez tout à l'heure, le taux de croissance continue à baisser, on serait en récession, ce qui est pas du tout souhaitable, notamment pour l'emploi. Maintenant, la qualification de l'aéroport régional, comme vous venez de le dire, certes, il n'a pas été défini autrement, c'est quand même supra-régional. Et tourné, on voit bien l'évolution. Quand il y a la volonté d'eux, on voit bien l'évolution du nombre de passagers les 2 dernières années, puisque la fréquentation avec des compagnies qui sont venues s'installer là, des compagnies low cost, notamment vers les pays du Sud, du Maghreb notamment, on voit bien que le nombre de passagers a quasi doublé en 3 ans. Donc, moi, je ne lis pas dans le mar de café. Je fais confiance aux élus qui ont, et là, vous me parlez d'évaluation, ce qu'on appelle le TRI, le taux de retour sur investissement, il n'est pas que financier. Il est au fait aussi social, il est économique, certes, il est social, il est aussi respectueux de l'environnement, j'imagine qu'on va en parler. Mais ce taux de retour sur investissement, je ne peux pas le quantifier, mais ce que j'ai lu, et je fais confiance encore une fois au président de la région et aussi au maire de Nantes, c'est qu'on serait sur un retour à meilleure fortune à horizon 45-50 ans dans la concession. Connaissez-vous l'étude qui a été commanditée par le CEDPA, le comité d'élus d'outre du projet, qui sont aujourd'hui, je crois, plus de 1000, et qui a été réalisée par le cabinet d'études Delft, qui est un cabinet hollandais indépendant, spécialisé dans les projets aéronautiques? Oui, oui, j'ai lu tout cela et l'Express de la semaine passée, qui a été, je pense, en tout point remarquable, l'Express de la semaine passée, puisqu'il y avait une vingtaine de pages qui relataient là vraiment de manière objective les arguments des uns et des autres. S'agissant du 7 pas, il faudrait interpeller les élus. Et moi, je me proposerais bien de le faire. Les élus qui ont donné leur signature dans le 7 pas, qui doutaient de la pertinence de l'aéroport, aujourd'hui que tous les recours sont purgés, il faudrait interviewer les élus qui ont signé, et je me proposerais bien, moi, de le faire à la communauté, de se dire, mais finalement, vous qui doutiez de la pertinence, quel est aujourd'hui votre sentiment? Et je ne doute pas un instant que les positions auraient changé. Je crois que, voilà, bon... Vous pensez Oui. notamment à M. Yvon Mahé? Ah, bah, je pense que Yvon, qui était plus qu'un collègue, je pense à d'autres maires de la communauté, notamment de la partie ligérienne, qui ont douté de la pertinence de l'aéroport. Mais aujourd'hui, quand on en débat... Monsieur Lebeau aussi, peut-être? Peut-être, oui, il faudrait leur poser la question, mais aujourd'hui, lorsqu'on en débat, je pense que le débat est clair. Aujourd'hui, nous,
pays de Redon, puisque nous savons que l'aéroport va se faire, nous ne pouvions pas, franchement, nous ne pouvions pas être absents des débats, notamment pour l'enjeu ferroviaire qu'il va impacter et qui va impacter notre territoire. Bon, de manière égoïste, hein. Je serais tenté de dire, c'est... On va y revenir, si vous voulez bien, monsieur Fougère. Cette étude-là, DELF, quand même, elle pointe en tout cas un certain nombre de questions, de points qui prêtent à interrogation pour le moins. Hein. Donc il faut quand même rappeler que c'est une étude qui n'est pas une étude de faisabilité du projet, mais qui est une contre-expertise des chiffres qui ont servi à faire l'étude de 2006. Donc c'est évident qu'une étude comme ça n'a pas besoin d'avoir 2 ans et que le délai de 6 mois est suffisamment long pour permettre déjà de pointer les éventuelles incohérences. Donc on est étonné de voir certains chiffres très surestimés dans l'étude des porteurs de projets, notamment le poste qui concerne les gains de temps de trajet évités, qui sont estimés d'après cette étude de 2006, qui a donc été soumise au public, à avis du public. Elle est chiffrée à 98 € de l'heure de temps de trajet évité, ce qui semble extrêmement surestimé puisque la norme française, sur laquelle s'est basée donc l'étude DELF, l'estime à 20 €. Or, si ce poste-là, qui est quand même de 900 millions dans le projet à l'hypothèse basée sur le scénario de l'étude de 2006, si ce poste-là est réactualisé par DELF, on arrive à 300 millions. Ce qui veut dire que le projet, au lieu d'être bénéficiaire, il est déficitaire de 90 millions. D'accord ? Donc si on suit ce raisonnement-là, est-ce que vous pouvez... Donc pensez-vous que l'étude qui a été présentée aux élus et aux citoyens en 2006 ait pu être artificiellement optimisée dans le but de les convaincre de son utilité ? On peut légitimement se poser la question. Je ne vais pas chercher de faux fuyants, je ne répondrai pas comme ça. Pensez-vous que des porteurs de projets, pensez-vous que Vinci... quand il investit 350 millions, si j'en crois les résultats de l'étude, et je ne peux pas les contredire, sur le temps de trajet, mais le temps de trajet, il n'impacte pas, à mon sens, c'est une étude qui le montre, et j'ai loin de moi l'idée de le contester, mais pensez-vous que Vinci mettrait 350 millions d'euros sur la table pour avoir soumissionné à la concession, pour demain ne pas avoir de seuil de rentabilité? Je ne le crois pas. Lorsqu'il y a un projet, il y a un pari sur l'avenir. Après, c'est sa capacité d'accueillir, c'est son mode de fonctionnement, c'est la liaison, bien évidemment, routière améliorée, facilitée, puisque... Encore qu'aujourd'hui, Nantes Atlantique n'était pas trop difficile d'accès, hormis pour les gens du Sud, mais ça ne changera rien demain. La liaison ferroviaire et un maillage, du coup, de complémentarité, de besoin de déplacement. Ne perdons pas de vue que nous sommes sur un aéroport, certes du Grand Ouest, mais avec une ouverture quand même au monde, et qui est une complémentarité. Moi, si demain je veux aller en vacances à Madagascar, si je prends le bateau, si j'ai 15 jours de vacances, je fais comment ? Voilà. Donc, par contre, et puis là, mais je le dis, mais de manière tout à fait... Je suis sans doute moins respectueux de l'environnement quand je prends ma voiture pour aller 4 fois par jour à la communauté de communes. Là, je dois me poser la question de mon mode de déplacement. Et si demain, j'en trouve un vélo électrique ou autre caréné, capable de m'accueillir, je crois que je serais plus respectueux de l'environnement que sur ce débat. On est d'accord, monsieur Fougère, mais je reviens quand même sur ces chiffres, parce qu'ils sont importants, ça porte quand même sur des sommes assez importantes. Là, il y a manifestement, et ça n'a d'ailleurs pas été contesté depuis par les porteurs du projet... Je n'ai pas les moyens de le contester. Ouais. Donc ça pose quand même problème, puisque si une SCBA donc, a pour but de définir les bienfaits pour une société, j'entendais ce midi monsieur Jean-Marc Ayrault dire de toute façon, ce projet-là, il est d'envergure nationale et c'est dans l'intérêt général des gens. Or, dans ce cas-là, à quoi sert une SCBA si elle n'est pas dans le sens positif ? Pour pouvoir contre-argumenter, il aurait fallu, d'abord, j'ai pas cette présomption, parce que lorsque moi je contre-argumente sur un sujet donné, il faut que j'ai les tenants et les aboutissants. Là, j'ai pas les éléments, donc ne m'en veuillez pas de contredire ou de ne pas contredire vos propos. Je n'ai pas les moyens de le contredire. Simplement, moi, je fais confiance. Encore une fois, je fais confiance à des élus qui, depuis 20 ans,
savent quand même ce qui est bon pour le développement de leurs concitoyens. J'insiste, pour le développement de leur territoire et le souci de leurs concitoyens. Je ne crois pas, je ne cire pas les pompes au Premier ministre, mais je ne crois pas que jusque-là, les deux grandes régions, que ce soit celle présidée par M. Hogsett ou précédemment, ou celle présidée par Jean-Yves Le Drian, aient été à la remorque de ce qui peut être un développement harmonieux pour le territoire. Et moi, je leur fais confiance avec cet argument supplémentaire d'ouverture au monde, en complémentarité avec ce que nous avons, pour le rendre attractif. Et j'aimerais, moi, qu'on aborde le temps d'un instant, parce que on ne peut pas, on parle de l'avenir là. Moi je ne sais pas vous dire de manière très précise aujourd'hui ce que ça va apporter au Pays de Redon. Mais ce que je sais, c'est que ça ne peut que renforcer son attractivité à équidistance des trois grandes métropoles sans avoir, et ça c'est égoïste, mais sans avoir la contrainte. D'accord, on va y revenir d'ailleurs là-dessus. Donc j'entendais Monsieur Pierre Laurent ce midi, du Parti communiste, qui est d'ailleurs pour le projet. Hein, le Parti communiste, on connaît ses positions par rapport au projet de Notre-Dame-des-Landes. Se mettre en opposition avec le montage financier finalement de l'opération et contester le fait qu'une société privée comme Vinci ait pu participer au financement de ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il aurait été préférable d'avoir un financement uniquement par les collectivités territoriales et l'État, ou cette concession de Vinci vous paraît souhaitable ou justifiée? Alors là, au risque de vous décevoir aussi, je n'irai pas contredire le montage. Je pense que ça a été mûrement réfléchi. Je vais redire ce que je vous ai dit en préambule, c'est que en matière de gestion immobilière et foncière et pécuniaire, le président de Nantes Métropole, dans cette affaire, à mon sens, ne réalise pas une mauvaise opération, puisqu'il, encore une fois, il structure son territoire. Alors, on dit c'est un aéroport régional. Monsieur le ministre dit c'est un aéroport, c'est un projet national. Il fait financer au niveau national. Il choisit un mode de coopération. Ça aurait pu être c'est une forme de partenariat public-privé. Il choisit un mode de coopération. Il a été validé par tous les élus. Nous n'y étions pas, nous, à l'époque. Il a été validé puisque nous avons, entre guillemets, un strapontin, le Pays de Redon. Il a été validé par les élus. Et je rappelle le pourquoi de notre adhésion. C'est bien évidemment le renforcement de l'attractivité de notre territoire. Mais moi, je ne suis pas là en capacité de le contester. Si Pierre Laurent peut le contester, dont acte, mais qu'il en débatte avec ses amis. On connaît bien votre engagement dans la lutte contre les inondations. Le fait que cet aéroport soit construit sur 98% de zones humides ne vous interpelle-t-il pas un petit peu? Alors, si, mais évidemment, les inondations, ça m'interpelle, puisque... mais j'ai pour habitude de penser que un cours d'eau va du sens amont vers l'aval. Et que si ce projet était en aval, il pourrait m'inquiéter... était en amont, pardon, autant pour moi, il pourrait m'inquiéter un peu plus qu'en aval. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que le projet aval fasse un barrage, comme peut le faire l'Oust avec la confluence de la Vilaine à la Goule d'Eau. Il faudrait, et c'est le seul cas, puisqu'on pourrait en parler des lustres sur la problématique des inondations, les inondations dans le Pays de Redon, c'est quoi? C'est pas Vaison-la-Romaine. C'est une contrainte de cours d'eau de 9 gouttières qui tombent dans une 10e qui est la Vilaine. Et tout d'un coup, se trouve contraint, pour passer sous le pont SNCF ou au pont des Tanins, au pont de la digue, se trouve contraint avec des milliers de bassins de rétention, on peut dire 14 000, et donc se trouve contraint pour passer à 700 000 cubes secondes. Lorsqu'on offre la capacité d'expansion, le Marais de Rieux, vous l'avez vu comme moi, il n'est même pas inondé en 1995 et 2001. Donc, je pourrais avoir des craintes, effectivement, si c'était en amont et que ça rajoute au delta, c'est ce qui nous préoccupe tous les jours dans nos aménagements de lotissement. On limite les surfaces imperméabilisées, on fait des voies uniques, à sens unique, à 3 mètres de large au lieu de 5 mètres, on fait des nœuds, rassurez-vous, on est en responsabilité. Là-bas, ça peut influencer sur quoi? Sur l'ISAC qui n'est pas canalisé. Et où et comment?
Il va revenir par là pour revenir faire barrage ici? Non. Est-ce que ça pourrait créer un bouchon, par exemple, pour limiter l'évacuation des eaux d'inondation? A priori. Puis là, je voudrais revenir là-dessus quand même, parce que je trouve que dans l'argumentaire, mais on est dans le débat. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a 98% de zones humides. Sapristi de bon sang. Ça voudrait donc dire que les terrains n'étaient pas, même s'ils étaient bien cultivés, et c'est pas de la provoque de dire ça, mais aujourd'hui, il y a 98% de zones humides. Ça s'appelle Notre-Dame-des-Landes, et il y aurait donc là, aujourd'hui, des terrains, quand c'est zone humide, caractère hydromorphe. On ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, c'est 98% de zones humides, dont acte, je ne le conteste pas. Si demain, elles sont urbanisées, elles le seront, il y aura de la compensation. Elle est obligatoire, c'est sans doute là du 1 pour 2. Justement, on va venir sur ce point-là après, parce qu'il est intéressant aussi. Oui. Mais moi, franchement, aujourd'hui... j'ai pas fait... Non, mais attendez. J'ai bien assez de faire, moi... Vous savez, il reste encore à faire sur le Pays de Redon en matière de lutte contre les inondations. Vous avez devant vous un maire qui a fait 2 études d'impact et 7 études d'incidence au regard de la loi sur l'eau, qui a fait des travaux. Il en reste encore un petit peu à faire. Donc je vais d'abord me soucier de ce qui reste à faire, sans me soucier d'un aléa que je ne maîtrise pas, qui est peut-être... À mon sens, là aussi, il y a des cabinets qui ont statué. Franchement, hormis sur l'Isaac... Hormis sur l'Isaac, je vois pas où est l'influence, franchement. Parce qu'on est sur des bassins versants distincts. Mais sur l'Isaac, ça peut représenter éventuellement un risque. J'en sais fiche trop rien. Mais s'il y avait un risque, il serait que sur l'Isaac, et pas sur l'Isaac canalisé qui vient au Bélion. Dans le projet soumis à l'avis du public, l'un des éléments du dossier était donc la possibilité de pouvoir faire atterrir des Airbus A380, ce qui n'est pas le cas actuellement sur l'aéroport de Nantes-Atlantique. Aujourd'hui, en 2012, cet élément a disparu du dossier, puisque Vinci a raccourci la longueur des pistes. Alors que par ailleurs, il a augmenté dans son projet le nombre de places de parking de 7000 à 10 000. Est-ce que vous pensez que le groupe Vinci partage la même vision et les mêmes intérêts que les porteurs du projet? Question posée comme ça, je serais tenté de dire oui, parce que ce que j'ai lu récemment, c'est bien que les pistes seraient en capacité d'accueillir la 380. Vous avez lu ça où, monsieur Fougère? Dans l'Express de la semaine dernière. C'est une erreur, parce que quand vous lisez le dossier, c'est très clairement dit, et notamment dans l'étude du CEPA, que les pistes sont raccourcies à 2900 mètres. Vérifiez-le. Ah non, j'ai vérifié les sources. Moi, mes sources, c'est que la 380 se posera. Je ne sais pas à quelle échéance, mais la 380 se posera. Mais combien il y en a de 380 qui volent aujourd'hui? On dit, et ça réfère à la question de tout à l'heure, que dans un taux de croissance mondiale qui est très faible... Non, mais vous ne m'avez pas répondu à ma question. Combien il y en a qui volent? J'en sais rien, mais on sait. Mais non, mais il y en a combien? Ça va se développer, mais bien sûr que ça va se développer. Moi, ce que j'en sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des... voilà. On sait où ils sont fabriqués quand même. On devrait aussi avoir cette fierté. C'est à peu près entre 8 et 10 ans de travail pour un territoire comme le nôtre. Moi, je ne crache pas dans la soupe, et comment dirais-je, cette chance d'avoir ici, sur Nantes et Saint-Nazaire, l'industrie aéronautique avec 8 à 10 ans d'avance de travail, j'aimerais bien l'avoir sur tous les secteurs d'activité dans le Pays de Redon. Donc, ça déjà, c'est une chose. La deuxième, c'est que moi, ce que j'en sais, ce qu'on m'en dit, parce que... pensez bien que nous n'avons pas pris cette décision au doigt mouillé, mais nous avons, je le réaffirme, nous avons aussi fait confiance aux porteurs de projet. Nous sommes venus à l'adhésion pour le développement et pour l'attractivité de notre territoire. Je le redis, mais je ne suis pas, moi, à l'élaboration du projet, mais ce que j'en sais, c'est que les A380, et on peut en prendre le pari, atterriront et décolleront demain. Je ne sais pas à quelle échéance, mais je puis vous l'assurer. Beaucoup d'économistes pensent aujourd'hui que la prochaine bulle spéculative portera sur les terres agricoles et l'alimentaire. Par ailleurs, l'équivalent d'un département disparaît tous les 7 ans en surface agricole. Dans ce contexte, est-il réaliste aujourd'hui de soutenir un projet qui, à terme, pourrait détruire, si on ajoute les infrastructures de communication, peut-être près de 4000 hectares de terres cultivables?
Je crois que ce n'est pas 4000 hectares, mais 2000, 2005 qui sont impactés. Ce que m'ont dit en tout cas le président du Conseil général, qui a mis en place pour son département un PAN, donc un plan agricole et naturel. Et ce projet n'est pas né d'avant-hier. Tout le monde le savait. Considérons que ça fasse 2500 hectares, effectivement. Ça, c'est un vrai souci, vous l'avez souligné. Un département disparaît chaque année. Ça, c'est vrai, et j'en ai parfaitement conscience. Et nous en avons, les élus du territoire, aussi parfaitement conscience. Simplement, c'est la responsabilité de chacun. On ne peut pas s'exonérer à la fois de vouloir de l'attractivité d'un territoire, vouloir des lignes à grande vitesse, vouloir des routes. Nombreux de personnes, vraisemblablement, contre le projet, empruntent parfois les 2 fois 2 voies. Peut-être que demain, pour le contournement de Rennes, il faut peut-être arrêter de faire des 2 fois 2 voies et un deuxième contournement de Rennes et se bouger pour réactiver la vanne Paris en passant par le Château de Rieux et par le Bélion à Frégréac qui débouche aux 4 routes d'Avessac pour aller tout droit vers Paris en passant par Châteaubriand. Donc il y a peut-être d'autres moyens d'économiser de l'espace, notamment sur les routes. Il y a peut-être aussi moyen de ne pas faire des 2 fois 2 voies et de ne prendre, si vous prenez 10 mètres ou 12 mètres ou 15 mètres de moins de large, sur une route qui fait 40 km, vous aurez économisé combien ? Ça fait combien de milliers de mètres carrés ? Donc c'est la vraie question qu'il faut se poser. C'est du pourquoi un aéroport en matière de déplacement, 2000-2500 hectares, mais quand l'avion est décollé, il utilise moins l'espace. On a peut-être à se poser la question des relais, des transverses, et pas vouloir des 2 fois 2 voies partout, et peut-être simplement, comme le fait le Conseil général de Loire-Atlantique, des liaisons d'aménagement du territoire où il y a des créneaux de dépassement, mais on n'est pas en 2 fois 2 voies, et c'est l'exemple. Moi, je ne faudrais quand même pas que ceux qui me reprochent ou de soutenir l'aéroport d'Ornam-des-Landes viennent me reprocher qu'on ne se bagarre pas pour avoir une 2 fois 2 voies entre Redon et Saint-Nazaire, mais simplement avec des créneaux de dépassement parce qu'elle prendra 30 à 40 mètres de moins de large. Bien, ça c'est une chose. La deuxième, il y va de la responsabilité de tous. Pour la consommation foncière. Regardons dans le pays de Redon. La valeur moyenne des terrains par maison, c'est 1500 mètres carrés. Et je dis aujourd'hui que les élus du pays de Redon, dans l'élaboration du SCOT, ont été sacrément courageux pour dire voilà ce que nous voulons demain pour notre territoire, voilà ce que nous voulons. Nous voulons consommer moins de foncier, dont acte. C'est ce qu'on a fait. On a donc décidé que, par exemple, pour la commune de Saint-Nicolas, là où on avait des surfaces à 1000-1500 hectares, le dernier lotissement, qui est celui du Moulin à Vent, on était encore à 700. Simplement demain, dans le SCOT, on a décidé ensemble, et c'est pas simple ça. 700 mètres carrés par habitation. Par habitation. Dernier lotissement en date à la Brousse, avant que soit élaboré le SCOT et notre PLU. D'accord ? Mais quand nous avons élaboré notre PLU qui est en cours là, aujourd'hui, nous avons pris la décision de faire 25 logements à l'hectare. Vous prenez la tranche 2 du Moulin à Vent. Eh bien, on a 4 hectares. On doit donc faire 100 maisons. Mais simplement en faisant des voies à sens unique ou autre, on perd déjà 25%. On n'est plus à 700 mètres carrés par maison, là on est alors à 400 attendez, mètres je carrés. vous explique. Voilà. Et en travaillant dans la verticalité. Et qui plus est, en travaillant dans la verticalité. Le bien vivre ensemble, on va l'appeler comme ça. Parce qu'à un moment, il faut aussi être sérieux et savoir pas mettre toujours en opposition. Vous savez, l'action publique, c'est un tout. Et puis, quand on est dedans, je ne dis pas que nous avons la science infuse, mais on essaie, moi j'essaie en tout cas, et ça j'aimerais qu'on en débatte un moment. Donc on se dit, 25 logements à l'hectare, 100 logements sur 4 hectares. Bien. Il faut bien faire les voies, il faut bien faire une aire de jeu, les locales poubelles et autres. Et donc on bousille déjà 25% du terrain. Bon, 25% du terrain, je dois donc faire mes 100 logements sur 3 hectares. C'est 33 logements. Donc je suis obligé de réfléchir. Et si je veux des terrains à 300 ou 400 mètres carrés, je suis bien obligé de travailler dans la verticalité ou de penser autrement mon habitat. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, pour faire 100 maisons sur 3 hectares, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Nous travaillons à la fois dans la verticalité, du R+1, R+2. Nous travaillons aussi sur un éco-village où on va avoir de l'habitat partagé, on va avoir des résidences qui correspondent aussi aux capacités financières de nos concitoyens, c'est-à-dire des bâtiments qui ne soient pas énergivores, des bâtiments qui soient accessibles à 100 000 euros.
des maisons Borloo, mais enfin bon, peu importe, hein, des maisons accessibles à 100 000 euros, et donc de l'appartement avec de la mutualisation de la buanderie, mutualisation de l'aire de repas. C'est pour ça que nous avons dédié, sur notre lotissement, quasiment 6 000 m² pour faire 30 et quelques logements, quartier et cohabitat. Et là, ça nous permet après d'avoir des terrains au primo-accédant, mais simplement 31 logements qui sont entre 4 et 500 m², plutôt près de 500. Donc vous voyez, ça en faisant ça, la commune de Saint-Nicolas dans son PLU, on avait 27 hectares qui étaient en zone 1 NA, 2 NA et 3 NA. Bien, à urbanisation future. En refaisant notre PLU, nous n'avons plus que 8 hectares en zone à urbanisation future. Vous aurez donc conclu qu'on en a libéré 19. Le problème de ces 19 libérés, il se situe où? Et ça, je veux en parler. Moi, je veux t'inviter à un débat. Il se situe où? Il se situe à Étriel, il se situe rue de Châteaubriand, et il se situe au Moulin à Vent. Est-ce les exploitations agricoles aujourd'hui avec des tracteurs de 200 chevaux qui vont venir les faire dans le milieu urbain? Je dis non. Mais puisqu'à Notre-Dame-des-Landes, il y a là-bas un nid de maraîchers en puissance, à la communauté de communes, moi je les invite parce que nous avons une ambition, c'est du manger sain, santé durable. Vous parlez des zadistes, des jeunes qui occupent la zone d'aménagement. Ben oui, voilà. Puisque il y a là-bas des maraîchers en puissance et de la volonté de faire ensemble, eh bien moi je vous dis aujourd'hui tout net, je suis prêt à rencontrer des vrais porteurs de projets. Nous avons acheté, nous, la communauté de communes du Pays de Redon, la ferme de Teillac. Nous travaillons avec l'assiette au champ, manger sain, santé durable sur le territoire, pour justement produire à la fois les légumes. Tout ça, c'est le mérite de la vie associative. J'en ai aucun, moi, si ce n'est d'avoir écouté et accompagné. On a Mémoire fruitière, Bretagne Sud. 150 variétés de pommiers sauvegardées. Autant de pêchers, voilà. Et pour éviter un feu bactérien, nous voulons le transposer là-bas pour dire, voilà, nous avons les fruits. Mais nous avons acheté Teillac pour ça. Et aujourd'hui, nous avons cette volonté de soutenir, d'être un lieu, une couveuse, un lieu d'incubation. Nous avons recruté quelqu'un pour ça, à la fois pour 3 objectifs. Amener donc des légumes, des produits du territoire en lien avec l'assiette au champ, en lien avec l'entreprise d'insertion Kikenpus, pour pouvoir nourrir à la fois toute la restauration collective. Nous chercherons demain des porteurs de projets, des incubateurs. Et si nous réussissons notre pari, entendez bien, si nous réussissons notre pari, les incubateurs viennent là, grosso modo, vérifient. Donc, si j'ai bien compris, M. Fougère, vous êtes en train de nous dire que les jeunes gens qui occupent la ZAD, qu'on appelle les zadistes, donc la zone à aménagement différé donc de Notre-Dame-des-Landes, vous êtes prêts à les accueillir sur votre commune pour développer des projets de maraîchage? Je ne dis pas que je suis prêt à les accueillir. Attendez, entendons-nous, il faut avoir la fibre. Sarcler les carottes à 6 h le matin, ça se fait pas tout seul, et ramasser les haricots, c'est pas avec une échelle double. Hein. On est d'accord. Simplement, je dis aujourd'hui, nous avons un projet à la communauté de communes, c'est la ferme de Teillac. On a là un lieu de couveuse d'incubation. On permettra demain à des gens de vérifier, de tester leur projet, à condition qu'il soit fiable, bien évidemment. Mais le tester comment? C'est une couveuse, un incubateur, travailler avec l'insertion parce qu'il y a des gens en rupture qui viendraient donner un coup de main, et surtout, l'objectif prioritaire, le manger sain, santé durable avec l'assiette au champ, et donc de fournir toute la restauration collective. Mais simplement demain, c'est la vraie question du foncier. Où il se situe le foncier disponible? Parce qu'avec notre SCOT, en ayant fait ce choix, on réduit, on limite, on donne des espaces, mais comment ces espaces vont être cultivés demain? Allez voir, tout près de Vannes, sur certaines communes, la déprise foncière, l'enfrichement, machin. Que fait-on pour ça demain? Pour justement, j'ai fait un calcul. Sur la circonscription de la nôtre, qui va de Saint-Nicolas-de-Redon à Varades, vous avouerez qu'elle est un peu grande, mais sur la nôtre, si tout le monde a fait la même démarche, j'ai 1,5 fois l'aéroport qui se libère. Et comment demain on a un autre mode d'agriculture? Comment demain, avec des circuits courts, je ne mets pas les deux agricultures en opposition, attention, on a besoin de grandes surfaces, mais comment fait-on demain?
Non, mais Ça, c'est un vrai débat. D'accord, je vous suis bien, mais justement, si les gestionnaires de l'urbanisation de Nantes faisaient le même calcul, on aurait très bien pu imaginer, on connaît les contraintes d'urbanisation actuelles sur la problématique de Nantes Aéroport, hein, le site actuel de Château-Bougon. Ont été envisagées des alternatives. On sait qu'en fait, la saturation provient non pas du nombre de mouvements d'avions, mais du nombre de passagers. Donc, une étude a mis en évidence qu'en agrandissant l'aérogare, pour un budget de 80 millions, on pouvait satisfaire la demande. Puisqu'en fait, on s'aperçoit que depuis 2000, le nombre de décollages-atterrissages, de mouvements, ce qu'on appelle non commerciaux, c'est-à-dire pour transport de passagers, est quasi stable. On était aux alentours de 41 700 en 2000 et on est actuellement aux alentours de 40 000. Donc on voit bien qu'en fait, s'il y a une augmentation très très vérifiable du nombre de passagers, on n'a pas une augmentation du nombre de mouvements. Donc on pourrait imaginer la logique que vous venez de développer, que je trouve personnellement intéressante, on pourrait très bien imaginer que les gestionnaires de la ville de Nantes poursuivent le même développement et s'arrangent pour finalement trouver des solutions d'urbanisation plus respectueuses de l'environnement et de ce fait éviter le transfert de Nantes Atlantique sur Notre-Dame-des-Landes. Parce que, franchement, vous considérez encore aujourd'hui, je vous en veux pas, qu'ils ne l'ont pas fait. Moi, je pense que ce sont des gens suffisamment intelligents, qu'ils ont tout bien. Je pense qu'ils ont tout bien réfléchi. Franchement, hein, bon, je vous dis, c'est pas un blanc-seing au ministre, voilà, mais je pense qu'ils ont tout bien réfléchi. Et je pense que sur Nantes ou dans sa banlieue, la réflexion que moi j'ai là aujourd'hui, la déclinaison du SCOT et du PLU, parce que je me pose comme vous des questions et j'ai pas envie demain de plus pouvoir nourrir la planète. J'ai envie aussi peut-être de faire autrement, de pas mettre les deux modèles d'agriculture en opposition. Mais on voit bien la démarche de circuit court, enfin, qui est aussi pas délocalisable. Donc, mais après, il faudra apprendre aux gens aussi à manger des fruits de saison et pas vouloir des tomates au mois de décembre et pas vouloir des oranges au mois de mai. Donc, peut-être justement qu'on est dans une mutation de la société où on aura peut-être aussi moins envie d'aller passer une semaine au Club Med au Maroc. Oh ouais, ça, je sais pas, je suis pas plus adepte que ça. J'aime plutôt la montagne, moi, pour ce qui me concerne. Mais vous empêcherez pas les flux. Vous empêcherez pas les flux. Enfin, franchement, je crois que je ne sais plus le nom de la personne qui a dit ça, mais vous empêcherez pas ces flux puisqu'il y aura les compagnies low cost, ça sera sans doute de moins en moins cher. Et puis il y a pas que le tourisme, hein, il y a aussi l'activité économique. Et je pense que demain, avec un aéroport de Notre-Dame-des-Landes, je ne fais pas de paris sur l'avenir, mais je pense qu'il peut y avoir des métiers nouveaux, notamment dans l'ingénierie, la recherche, l'informatique, la R&D. Bon, ben pourquoi on n'aurait pas un data quelque chose voilà. Pourquoi on n'aurait pas demain entre Nantes et ici, du développement économique que nous n'avons pas aujourd'hui sur notre territoire. De quel type ? Oh, je ne le sais pas, mais c'est l'occasion qui fera le larron. Quand on a des moyens de communication relativement rapides, eh bien, moi je crois que demain, on lit, je ne lis pas dans le Marc Café, hein, mais on peut parier sur l'avenir que des pans d'activité. On ne peut pas me reprocher parfois de ne pas avoir été assez proactif, encore que je ne le prends pas à mon compte, parce que j'estime que nous sommes proactifs sur les mutations industrielles, mais on ne peut pas me reprocher d'avoir un territoire où il y a 35% de salariés sur le secteur secondaire, industrie et BTP, où nous sommes d'une pauvreté affligeante sur le tertiaire et pourquoi pas demain l'économie quaternaire et pourquoi pas la recherche et le développement, et avec le pôle d'échange multimodal et avec le renforcement du ferroviaire, pourquoi pas demain un quartier d'affaires à 2h04 de Paris. Vous me direz, ça peut se faire sans l'aéroport, mais ça se fait encore mieux avec l'aéroport. Donc acte. Oui, je vous disais, demain, l'éco-construction, qui peut se l'offrir? La ouate de cellulose, la plume de canard, tout ça, c'est 35-40% plus cher. Donc, nous avons, en dialoguant avec un chef d'entreprise, repéré un procédé Graniterm en Suisse, qui est un isolant à base d'herbe. Moi, je me suis dit, nous avons aujourd'hui, quand vous regardez la surface de marais, la surface de canaux que nous avons, le nombre de kilomètres que nous girobroyons, l'herbe qui croupit,
je me suis dit, et si demain, nous réfléchissions, non pas à girobroyer l'herbe, mais à la faucher, retourneur d'andin, la sécher, et est-ce que ça serait pas là un gisement demain pour une économie nouvelle, un produit isolant sur le territoire et qui pourrait donner du travail et surtout amener un bien isolant compétitif. Alors, la première des choses, c'est bien de se dire, c'est de vérifier d'abord le gisement. On ne va pas aller créer un produit si on n'a pas le gisement et être soumis à la loi de l'offre et de la demande et faire que demain, ce produit-là, il ne soit pas bien. Donc, ce qu'on a décidé, nous avons pris contact avec l'UMR et nous espérons contractualiser, ça sera fait je pense au printemps, avec des universitaires, vérifier si notre herbe de marais est compatible pour un produit isolant. Mais on ne va pas aller là non plus à l'encontre. On ne va pas aller à l'encontre, bien évidemment, des agriculteurs qui en vivent. Et c'est peut-être la chance du territoire d'avoir du foin de belle qualité à pas trop cher. Simplement, moi, mon inquiétude, vous savez, c'est de voir aujourd'hui, quand on a mis les mesures environnementales à 200 € pour faire du foin, moi, mon inquiétude aujourd'hui, quand je vois du maïs à 300 € la tonne et du blé à 260, quel moyen coercitif, si tant est que nous en ayons, on aura demain d'empêcher les agriculteurs de remettre du maïs et des terrains parce que c'est leur propriété. Et si tant est qu'ils le fassent, est-ce que ça sera encore respectueux de l'environnement? Parce que vous ne faites pas 100 quintaux sur du blé bio ou du maïs bio. Peut-être, mais les bonnes années. Donc moi, mon souci en tant qu'élu responsable, c'est bien de me dire, si demain, Vinci vient me voir, ils ne sont pas venus, rassurez-vous, on m'a déjà posé maintes fois la question. Je vous jure qu'ils ne sont jamais venus. Mais si demain, Vinci, dans une compensation, on décrit le partenariat Vinci, si demain Vinci vient voir un territoire limitrophe, avec une capacité, imaginons par exemple que nous ayons la ressource, imaginons que notre herbe soit un beau produit isolant, si demain on peut faire accompagner du développement économique pour avoir un produit moins cher, je ne lis pas dans le marc café, mais c'est certain qu'on tentera notre chance. Et si demain on couple ça, parce que quand il faudra extruder ou sécher l'herbe, qu'il faudra, on récupérera de la cellulose. Et si demain cette cellulose, par exemple, mariée avec des gisements importants, comme nous avons chez Cargill, 32 000 tonnes, pour faire tourner un biométhaniseur et être source d'énergie, je crois qu'on n'aura pas à rougir de notre action. Voilà, d'accord. Tout simplement. Donc je retiens que c'est finalement, on aurait pu faire la même chose à Notre-Dame-des-Landes, finalement. Qu'est-ce que vous proposez? mais que voulez-vous que je vous dise? Faire la même chose à Notre-Dame-des-Landes. Mais est-ce que vous pensez, franchement, mais à Notre-Dame-des-Landes, mais vous semble, enfin moi, on va pas continuer à débattre parce que vous pensez qu'à Notre-Dame-des-Landes on pouvait faire ça? Et d'ailleurs il y a des agriculteurs qui y vivaient, hein, enfin pas non plus, aujourd'hui il y a 89% des terres achetées, donc les agriculteurs ont fait le choix de les vendre. Il en reste certes 11%. Faut pas, moi je n'ignore pas. La difficulté pour les gens qui ont vécu là, qui depuis la nuit des temps, attendez, hein, si moi demain j'étais délocalisé, rassurez-vous, ça ne me replairait pas non plus. Et je comprends aisément la difficulté, le débat qui peut naître. Après, il faut voir aussi la compensation, il faut voir ce que... Je crois que le Conseil général a proposé des solutions tout à fait viables et correctes. Après, c'est vrai, j'ai lu ce que disait M. Fresneau. C'est vrai que c'est sa terre, il est né là, bon, mais ça se défend, ça se comprend. Ça, mais après, il peut aussi rebondir. Enfin, moi, c'est pas le débat. Hein, je veux dire. Moi, on peut considérer effectivement, dans ce cadre-là, que la fameuse SCBA sur laquelle s'est basée la rentabilité possible du projet puisse poser problème et donc puisse l'interroger lui. Complètement. Si ça ne l'interrogeait pas, ça voudrait dire qu'il n'est pas en réflexion. Moi, cette fameuse SCBA, moi, je préfère parler de TRI, trop de retour sur investissement, en prenant toutes les composantes. C'est la même chose, on dit la même chose, mais avec des mots différents. D'accord. Je vais aborder un autre aspect de la problématique, parce qu'il me semble qu'elle est indirectement liée à ce projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Je lisais dans les infos du Pays de Redon du 7 novembre 2012 qu'Émile Granville, maire adjoint à Redon, déclarait, donc je cite, « Dans le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, le risque d'exclusion de la gare de Redon est réel. Redon n'a rien à attendre de cet aéroport pour l'emploi.
Comment réagissez-vous à cette déclaration? Je suis partagé entre deux sentiments. Ne pas réagir du tout, parce que je serais tenté de dire no comment. Et par contre, de réagir en tant qu'élu responsable. Je ne dis pas que M. Granville n'est pas un élu responsable, mais ignorer à ce point, puisqu'on en a débattu entre nous, l'impact de Notre-Dame-des-Landes sur le ferroviaire, c'est, à mon avis, pas forcément, pour moi, la bonne réflexion. Parce qu'on en a débattu entre nous, et nul n'est censé ignorer ce que nous faisons, les uns et les autres, dans le territoire des Pays de Redon, les élus en responsabilité, justement, pour renforcer l'attractivité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des voies d'eau qui méritent d'être développées, on pourrait en parler si vous voulez. Des routes gratuites, bon, il y a la 2 fois 2 voies améliorées, tout le monde le dit que c'est nécessaire, mais il y a surtout ce nœud ferroviaire incontestable et incontesté. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le nœud ferroviaire fonctionne aujourd'hui, c'est évident. D'ailleurs, beaucoup ignorent qu'il y a déjà des trains qui vont entre, j'espère que ce n'est pas votre cas, parce que vous êtes tout près, mais qui vont entre Rennes et Nantes sans rentrer dans la gare de Redon. Il y a déjà une voie, il y a un triangle. Je vous assure que vous faites une consultation, beaucoup de gens ignorent qu'il y a 8 à 9 trains qui vont de Rennes à Nantes sans rentrer dans la gare de Redon. Donc on voit bien l'impact ferroviaire, l'impact que ça va avoir. Mais avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, si demain, les élus du Pays de Redon, et c'est là que je suis en désaccord avec Émile Granville, il faudrait qu'il se ligue avec nous pour dire si demain, il y a l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, considérons qu'il est fait, faut que nous fassions entendre avec les Bretons la voix du territoire du Pays de Redon pour que justement le ferroviaire soit renforcé, passe ici ou tout près, pour aller à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pour renforcer notre attractivité du territoire. Parce que si demain les Bretons vont à Notre-Dame-des-Landes, dites-moi par où ils peuvent passer à part Redon. Donc on voit bien que, alors vous allez me dire, ils vont faire que passer. Simplement, quand vous êtes assez malin, après, pour à peine une demi-heure d'un aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pour avoir suffisamment de maîtrise foncière, et ça serait un vrai débat, pour avoir suffisamment de maîtrise foncière pour créer un quartier d'affaires au sud de la gare, demain, dès 2017 à 2h04 de Paris, et demain, si le scénario retenu pour aller vers l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes tend à exonérer la voie ferroviaire du lit majeur de la Vilaine, c'est-à-dire qu'entre Bru et, on va dire, allez, à Vessac-Belley, on soit à vitesse 320, il faudra m'expliquer comment ça ne rend pas attractif le pôle d'échange multimodal. Et vous croyez que la SNCF et la RFF, moi, ça aurait été n'importe qui aurait dit ça, ça ne m'aurait pas gêné. Mais un adjoint de la ville, ça me gêne. D'accord. Vous parliez tout à l'heure d'un train qui passerait pas loin de Redon, c'est-à-dire vous pensez à quoi Je ne parle pas d'un train qui passerait pas loin de Redon. On a entendu des rumeurs sur la possible acquisition de la gare de Belley par la communauté de communes. Mais c'est pas une rumeur. mais c'est pas une rumeur. Nous avons délibéré et nous souhaitons acquérir la gare de Belley. Gérer, c'est prévoir. On acquiert la gare de Belley. Pourquoi ? Parce que la gare de Belley, aujourd'hui, elle est en désuétude. Simplement, il y a du foncier. Et moi, je n'ignore pas pour y aller, parce que pour parler de son territoire, il faut de temps en temps aller voir comment il est fait. Et là-bas, vous avez 2 fois des voies de 400 mètres avec des quais de chargement. Il y a simplement à amener 3 toupies de béton et vous avez des quais de chargement pour demain du fret ferroviaire. Et si demain, justement... Ce serait la voie Saint-Nazaire-Le Havre. Merci, j'allais vous le dire, voilà. On sait que Saint-Nazaire, en matière de logistique, tous les logisticiens vous diront, j'en prends un terme anglican, c'est une short-sea. Saint-Nazaire, il peut accueillir des 3-4 000 boîtes. Le Havre, il en accueille des 8-10 000. C'est ce qu'on appelle une petite mer. Oui, une petite mer, voilà. Pourquoi ? Parce que eh bien, vous avez le Chenal, il y a 17 mètres de tirant en dos. Saint-Nazaire, c'est un port face à la mer, voilà. Donc, demain, s'il y a Notre-Dame-des-Landes, et il y aura Notre-Dame-des-Landes, c'est certain, je ne vais pas vous convaincre, mais c'est fait, vous voyez bien que tous les recours. Notre-Dame-des-Landes, notre devoir, c'est un crime si on ne le fait pas. Notre devoir d'élu du Pays de Redon, c'est bien de tirer profit de cet aéroport et de renforcer tous les nœuds nautiques ferroviaires. On pourrait parler des nœuds nautiques. C'est moins évident sans doute. Mais le nœud ferroviaire, il existe déjà, ça fera converger. Et si on est malin, si on a la maîtrise foncière, pour faire du développement, il y a une chose. C'est pas de compter ses centimes d'euros le matin, c'est d'avoir de la maîtrise foncière et de se projeter. Et donc, demain, si on acquiert la gare de Belley, vous l'avez vu, à 110 000 euros, c'est bien que l'on parie sur de la logistique. Je ne sais pas où et quand, comment, mais quand tu as une gare comme ça, avec des quais de chargement,
Tu n'as pas le droit de l'ignorer. Et c'est insulter ceux qui l'ont fait d'ailleurs que de l'ignorer. D'accord. Donc vous considérez qu'effectivement l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes va permettre de renforcer le nœud ferroviaire de Redon d'une façon générale. Quant à la ligne de fret ferroviaire Saint-Nazaire-Le Havre, c'est un problème, on va dire c'est une problématique qui n'a rien à voir avec Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'est quelque chose de complètement parallèle. Oui, mais ne me faites pas, je ne dis pas que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes c'est le moyen unique pour renforcer l'attrait ferroviaire. Sincèrement, cette ligne à grande vitesse, vous voyez bien le prix qu'elle coûte, avec la virgule de Conneré, la Bretagne grande vitesse, pour nous amener à 1h38 de Paris. Demain, les Bretons, s'ils ont soutenu l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est bien pour qu'ils puissent en profiter. Et demain, si Quimper, parce que c'est la volonté de la Bretagne, veut être à 3 heures de Paris, ça va bien renforcer la vitesse. Et pour la renforcer, il faudra aussi rendre un peu plus attractif l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est pas qu'il ne soit pas, parce qu'il y a une voie qui y rentre. Vous savez, la SNCF a fait des millions d'euros pour rénover la voie il y a à peine 3 ans, ici, vous vous souvenez, de la Redon-Savenay. Simplement, j'insiste là-dessus, c'est que si demain, dans le schéma national des transports, dans le SNIT, il y a un V320, vitesse 320, à la hauteur de Bru, pour quasiment arriver à Redon, en s'exonérant du lit-majeur de la Vilaine. Pour le coup, on remet donc de la voie... Vous parlez de la LGV Rennes-Nantes, pour être bien clair. Je parle de la LGV Rennes-Notre-Dame-des-Landes, en passant par Redon. Parce que si on reste assis là, à regarder, à dire ça ne renforcera pas, vous pensez que... En passant par Redon. La LGV Rennes Notre-Dame-des-Landes en passant par Redon. Par le pays de Redon. Elle passera pas peut-être tout près elle passera tout près, ça peut être à Vessac, Belley, mais peu importe, parce qu'on va pas venir, quand même, on n'est pas non plus... Vous m'avez parlé des 2000 hectares de marais, on va quand même pas non plus aller mettre une voie ferrée dans les marais. Donc il y a un moment, enfin c'est pas moi qui le ferai, mais dans le schéma national qui sera proposé dans l'enquête publique qui aura lieu... au printemps prochain, c'est un des scénarios possibles. Et moi, je remercie tous les élus du Pays de Redon de s'être mobilisés sur cette affaire-là. Mais vraiment, parce que demain, vous savez, vous avez vu où il est le Cardo à Nantes? Vous avez vu où est le Val à Rennes? C'est-il pas qu'on pourrait mettre je sais pas, un train pendulaire parallèle à un National 137? Il ferait quoi, le Pays de Redon, là? On aurait une Téniapole entre Rennes et Nantes, parce qu'il y a déjà pas moins de 11 zones artisanales ou industrielles le long de la nationale 137. C'est ça qu'on veut comme développement pour le Pays de Redon? Il y a déjà un projet qui va dans ce sens-là, que nous avons eu l'occasion de voir paraître dans la presse, d'une ligne directe Rennes-Nantes qui effectivement confirme l'axe routier actuel, avec une bretelle pour Notre-Dame-des-Landes. Vous parlez de l'axe routier? Je parle d'un des projets ferroviaires. Non, mais ça y est, c'est... Justement, c'est là l'intérêt des élus bretons, et c'est là l'intérêt des élus du Pays de Redon de s'être mobilisés pour dire, voilà, pensons aménagement du territoire. Il faut rendre grâce là à un grand monsieur, Monsieur Gérard Lahellec, en charge des transports au Conseil régional de Bretagne, oui. Là, demain, le Pays de Redon pourra le remercier de l'action qu'il a fait et qu'il a conduit pour notre territoire, plutôt qu'une parallèle à la nationale. Donc pour vous, le danger est écarté de ce scénario? Oui. Le 17 juin 1977, Jean-Marc Ayrault déclarait à propos du Pèlerin « Une occupation policière qui a des relents de fascisme ». Trouvez-vous que ce projet justifie le déploiement de forces policières et les violences auxquelles nous avons assisté, notamment récemment, et encore ce jour, aujourd'hui 23 novembre, puisque des procédures d'expulsion ont toujours lieu sur le site? Alors moi, ce qu'on me dit, puisque évidemment je me renseigne là-dessus aussi, c'est que tous les recours juridiques ont eu lieu. Et qu'aujourd'hui, je vais me répéter, mais 89% des terrains sont acquis à l'amiable, que les procédures sont en cours pour l'expropriation des gens qui ont vécu là. Aujourd'hui, ma question, moi je vous la retourne, c'est qui est expulsé? Faire le parallèle avec le Pèlerin, c'était pas le même objet. On aurait pu le faire avec, vous parlez du
carnet, on aurait pu le faire avec Plogoff, c'est fait à diverses reprises. Ou Larzac. Ou Larzac, oui, bien évidemment. Vous savez, quand vous vieillissez, vous changez. Hein, voilà. Comment dire les choses, c'est sûr que aujourd'hui, c'est de se dire qui est expulsé. Après, les forces de l'ordre, le déploiement, mais si le projet est sur les rails, il est validé, il faut bien un moment aussi qu'il se réalise. Certes, moi, je ne crois pas qu'il y ait un seul démocrate qui soit fier de ça. Maintenant, encore une fois, je dis qui est expulsé? Où sommes-nous? Vous savez, moi, ça ne m'a pas fait tellement plaisir de voir des élus nationaux. Quand un conseil général de Loire-Atlantique met 15 800 000 euros pour acheter les maisons, elles sont acquises depuis 2 ans. Bon, après, elles ont été squattées, on a vu les expulsions, on a empêché les gens d'y revenir puisqu'elles sont propriété du Conseil général. Vous avez une propriété, vous aussi. Le Conseil général, c'est une instance publique, certes, mais vous avez une propriété. Voir Eva Joly et quelques élus là, avec leur tournevis venir ouvrir la maison, moi, franchement, je ne trouve pas que c'est respecter la loi. Après, j'aimerais que tout ça se fasse bien évidemment sans heurts, comme vous, hein, je crois qu'on est à peu près bâtis pareil, nous sommes des sociodémocrates, j'aimerais que ça se fasse sans heurts, mais il y a un moment, il faut bien que la loi soit respectée, on est dans un état de droit, on doit faire les choses dans le droit et dans le respect de la démocratie. Voilà, moi c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire, que des élus nationaux viennent là, entre guillemets, qui plus est en plus représentants de la loi, par leur métier antérieur, je trouve pas que ça soit très républicain. Dans ce cas-là, est-ce que vous étiez d'accord avec le projet du Larzac ou est-ce que vous auriez été d'accord avec le projet du Pèlerin, puisqu'ils étaient exactement dans la même logique, entre guillemets, légitime ou légale? C'était pas des projets. Le Larzac, c'était plus projet militaire. Oui, le Pèlerin, c'est une centrale nucléaire. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes projets. Là, il y a une notion quand même de service aux populations du Grand Ouest. Puisque le moyen de transport, pour moi, c'est un service à la population. C'est justement ce point-là qui pose question qui est l'enjeu du débat. C'est ce qui fera notre différence. Il ne faut pas m'en vouloir, parce que moi, je considère que ce projet, la mobilité, toutes les mobilités, font partie d'un devoir d'accompagnement de la puissance publique. Je vous le disais en préambule tout à l'heure, je ne suis pas plus respectueux de l'environnement quand je suis avec ma voiture pour aller 4-5 fois à la communauté de communes par jour. Il faudrait mieux que j'aille à vélo, sauf que si je vais faire du covoiturage. Ou faire du covoiturage. Mais le Conseil général quand même de Loire-Atlantique, sans lui cirer les pompes aussi, comme le Conseil général d'Yvelines, il y a quand même dans nos départements et dans nos territoires des élus en responsabilité qui se soucient des mobilités, du covoiturage, de l'autopartage, du rabattement pour le ferroviaire. Le ferroviaire, il n'a de sens, il ne sera efficace que si on maille notre territoire avec des rabattements. Il faut bien que les gens y aient accès. Le ferroviaire, il ne fait pas ça. Donc, il y a un moment, il faut penser, les liaisons car on s'y emploie. Moi, je pense que la communauté de communes, j'aurai sans doute pas le temps de voir les choses, mais la communauté de communes se doit impérativement, demain, en étant communauté d'agglo, d'avoir cette compétence transport. Ça a du sens. Mais reconnaissez qu'il y a un débat quand même. Mais bien sûr, mais je peux pas le nier quand même. On ne peut pas opposer aux gens qui demandent un débat, puisqu'un débat devrait avoir lieu où des gens réclament un moratoire. On ne peut pas leur opposer le fait que ça a été décidé, que c'est légal, etc. Dans ce cas-là, on aurait pu aussi bien justifier le Larzac, Plogoff ou le Pèlerin, de la même façon. Oui, mais non, sauf que le débat, il a eu lieu. Le débat, il a eu lieu. Il y a eu un temps pour le débat, il y a un temps pour l'action. Le débat, il a eu lieu. La maîtrise foncière, les recours sont purgés. Mais alors comment on explique, parce que moi c'est ce qui m'a étonné à la lecture du rapport et de l'avis des commissaires d'enquête, hein, c'est un document qui fait 359 pages, je l'ai épluché. Je l'ai pas épluché. Moi je l'ai épluché, et donc on voit donc les commentaires des commissaires enquêteurs sur beaucoup de points sont très, on peut dire que ce sont des avis dubitatifs, hein, qui sont pleins de doutes. On s'aperçoit aussi dans ce document qu'il y a eu sur les avis motivés, ce qu'on
appelle avis motivé, Oui. c'est-à-dire les avis qui sont considérés comme recevables avec argumentation. 70% de ces avis motivés sont contre le projet Notre-Dame-des-Landes. Ça pose quand même problème sur, je crois, quelque chose comme 15 000 consultations. Alors, le pourcentage, je ne le connaissais pas. 70%. Ouais. Ça, rapport, hein. Ouais, ça, je l'ignorais. Moi, je considère, hein, on va finir, si vous le voulez bien, sur les mobilités, moi, je considère que l'avion, le train, toutes les formes de mobilité sont recevables. Après, je crois que je crois que c'est les porteurs de projets, en l'occurrence, qui sont le mieux à même, à mes yeux. Ils ont aussi une forme de légitimité, puisque des élections récentes ont quand même validé des élus qui étaient quasiment tous pour le projet. Enfin, c'était l'État qui était porteur du projet en l'occurrence. Et donc Oui, l'État, voilà, oui, l'État tout à fait. enfin, aux dernières nouvelles et à ce que je crois savoir, l'ancien gouvernement et le président n'ont pas été reconduits. Donc on peut aussi considérer qu'il y a une sanction électorale. Oui. Ah bah oui, non, je parlais des élections législatives. S'agissant, parce que est-ce que les gens, moi je reprends les propos de M. Hérault, enfin, je pense qu'ils sont en responsabilité. Jacques Auxiette, Jean-Yves Le Drian, les deux régions, Jean-Marc Ayrault. Je parlais des élections législatives concernant le Grand Ouest. Parce que ça impacte qui? Ça impacte bien le Grand Ouest et Notre-Dame-des-Landes. Et que des gens aient été réélus quasiment dans la globalité, tous les porteurs, tous les parlementaires qui étaient pour le projet, on dit quand même assez long. C'est pas si vieux. Non, mais on ne va pas élire uniquement un représentant uniquement sur un projet. Là, sinon, il n'y aurait pas d'élus verts dans le gouvernement. Non, mais rappelez-moi le score d'Eva Joly, quand même. Qui est venu enlever, franchement. Est-ce qu'il n'y avait pas une erreur de casting? Ça, c'est une autre problématique. Pourtant, elle changeait de lunettes assez souvent. Donc, on a bien compris que pour vous, donc ce projet-là est rentable, on va dire, pour la société en général. Vous partagez cette conviction? Moi, j'aimerais pas qu'on parle de rentabilité. Parce que le rentable, je vous dis... Enfin, rentable au sens large, c'est-à-dire apporte un bénéfice pour la société. Apporte un bénéfice pour la région du Grand Ouest, oui. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, moi, je pense aujourd'hui, oui, que cet aéroport demain du Grand Ouest, pour peu que l'on trouve les compensations, pour peu que nous fassions, parce que je suis complètement d'accord avec tous les arguments développés sur la déprise foncière, mais ce projet, aujourd'hui, il s'inscrit dans un Grand Ouest ouvert vers le monde, avec tout type de mobilité. Pour moi, l'avion en est un. Voilà. Après, qu'on soit soucieux les uns les autres, mais où que nous sommes, il ne faut pas toujours aller regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. C'est que tous autant que nous sommes, nous soyons à même de mieux appréhender le foncier, de mieux appréhender notre environnement. Par rapport à cet argumentaire-là, le développement de Nantes Atlantique répondait également à la même demande. Non, puisque Jean-Marc Ayrault le dit lui-même, il y a un risque. Ça aussi, c'est controversé. Mais il y a quand même des pilotes qui vous disent que pour vent de travers, il y a un risque. Non, il y a une association de pilotes qui milite contre le projet, qui le trouve aberrant. Sais bien, mais je le sais. Et par ailleurs, comme on explique, comme le disait Françoise Vergère, qu'on autorise EasyJet à faire des vols d'entraînement au-dessus de la ville de Nantes s'il y avait un risque. Oui. D'ailleurs, ce qui est pointé dans l'étude de Delphes, c'est que le pourcentage du risque dans l'ensemble de l'étude est évalué à 0,1%. Oui. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare, il y a un cas sur 1 million. Oui, je sais que c'est controversé, on est d'accord. Mais vous ne pourrez pas empêcher un homme responsable, en charge des affaires, qui, à mon avis, n'a pas fait de bêtises dans sa gestion de Nantes Métropole, de savoir aussi bien que quiconque ce qui est bon pour ses concitoyens et son territoire. Et j'imagine bien, notamment sur l'impact foncier immobilier, qu'il a mesuré tout ça. Bon, je pense que les opposants au projet ne contestent pas le fait que pour la métropole nantaise, c'est un bénéfice. La question est de savoir si c'est un bénéfice pour l'ensemble de la société, puisque l'État finance en grande partie ce projet. C'est la question. Il faudrait renvoyer la mobilité au coût d'un AMX 30 ou autre moyen de défense.
Alors justement, on parle de coût et donc qui dit coût dit surcoût. Ouais. Qu'en est-il du surcoût éventuel de ce projet? En général, d'après l'étude d'Elf, on constate en moyenne 40% de surcoût sur ce type d'infrastructure, sans parler des moyens financiers importants qui ont été mis en œuvre pour sécuriser le site et les procédures d'expulsion. Vous qui êtes donc Oui, habitué au... oui, ouais, non, mais attendez. Je parle pas du théâtre de Rodin. Oh, mais ça c'est une plaisanterie de mauvais goût. Et je vous dirais que vous avez en face de vous un élu qui a une tête et deux bras. Et même si le théâtre du Pays de Redon... ah oui, bon, au contraire, mais j'apprécie la note d'humour. Le théâtre du Pays de Redon, je l'ai pris, il était décidé dans sa construction. Il était décidé. Et j'apporterai, pour ma défense, que nous avons fait un bel équipement à Saint-Nicolas-de-Redon. Et ce bel équipement à Saint-Nicolas-de-Redon, nous avons mis entre les débats, entre toute la vie associative, puisque c'est pas simplement un théâtre, c'est un organe multifonctionnel. Vous le voyez, il peut être rétractable, machin, on peut y faire, voilà. Bon, on va pas se la faire, vous le connaissez. On a mis 24 mois de dialogue avec la vie associative, avec nos concitoyens. Je parlais du surcoût. Mais non, mais attendez, on a mis 24 mois. Non, mais justement, c'est de ça qu'il faut parler. On a mis 24 mois pour le décider, puis se l'approprier. Mais on a mis 11 mois pour le construire. Et dites-moi quel est le centime d'euro de surcoût. Le théâtre du Pays de Redon, moi quand j'ai repris le Manche, cette consultation n'avait pas été ou peu ou prou faite. Et on est allé de manière moins organisée, dirons-nous. Et le surcoût du théâtre du Pays de Redon, si surcoût il y a eu, c'est parce que l'affichage n'a pas été bien fait au départ. Mais le surcoût, aujourd'hui, d'un théâtre comme le théâtre du Pays de Redon, tout le monde s'accorde à dire, une fois qu'il est fini, qu'il n'est pas si moche. C'était 5 millions d'euros. Vous le ramenez à la place. Il est en deçà des équipements de Vitré, de Saint-Nazaire ou du Carré d'Argent à Pont-Château. Donc, c'est plutôt dans la sémantique ou dans la présentation. C'est parce que les choses n'avaient pas été faites comme il faut avec un affichage, mais plutôt coup par coup avec les aléas d'entreprises qui ont malheureusement été défaillantes. Mais au bout du bout, le coût, il est... tout à fait comparable à des équipements voilà. Alors, est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'il y aura un surcoût, là? J'en sais fiche trop rien, moi. Si vous me dites qu'il y a un surcoût, il aurait fallu, avant de lancer... Vous savez, dans des phases de construction, il y a l'APS, l'APD, le PRO et le DCE. Hein, je parle à un spécialiste, le dossier de consultation. Donc, moi, je suis infichu de vous dire aujourd'hui, d'abord, j'affirmerai pas qu'il n'y en aura pas, parce que c'est pour moi le porteur de projet. Hein. Et secondo, je n'affirmerai pas non plus qu'il y en aura. Parce que, pour pouvoir le dire, c'est lire, là, pour le coup, dans le marc café. Et puis qui vous dit qu'à un moment donné où il y a malheureusement besoin de travail, notamment sur le BTP, il n'y aura pas des appels d'offres très, très conséquents ou très intéressants, et que les sous-traitances faites par Vinci seront aussi générateurs d'emplois, parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Mais il y a quand même un effet induit de l'investissement qui génère, pendant la phase de construction, de l'emploi dans une région qui en a besoin. Je ne parle pas après du fonctionnement et de ce qui peut venir après, parce que ça, dans le TRI, j'imagine que ça a été calculé. Alors justement, en parlant des emplois qui vont être générés par la construction de l'aéroport, Vinci est un petit peu pointé du doigt dans la mesure où, notamment sur la gestion de l'A89 ou d'autres projets, Vinci a plutôt l'habitude de faire appel à des main-d'œuvre, on va dire, plus économiques, notamment les Espagnols, hein, dont on sait qu'aujourd'hui le coût de la main-d'œuvre est 2 fois moindre, ou roumain ou polonais. Est-ce qu'il y a eu un accord passé avec Vinci pour les obliger à travailler avec des entreprises du coin? Alors ça je ne l'ai pas vu, mais on a d'autres exemples. Vous voyez la LGV notamment, où il y a, même si le travail est assez loin de chez nous, de la sous-traitance qui impacte quand même nos entreprises locales. Oui. On le voit, ce projet cristallise deux visions d'une société d'aménagement du territoire. D'un côté, ceux qui sont les tenants d'une société qui se développera éternellement, avec toujours plus de besoins d'infrastructures et fervents adeptes de la croissance économique mondiale qui reviendrait à la normale.
De l'autre, une vision d'une société basée sur des moyens de production locaux, qui doit s'adapter aux mutations économiques, au ralentissement qu'on constate actuellement, et qui privilégie notamment les économies locales, en prenant le temps de la réflexion. De quel côté vous situeriez-vous, ou pensez-vous qu'il y aurait une troisième voie? Ouais, je crois que tout ce dont on vient de débattre montre que je peux être à la fois pour un projet structurant pour le Grand Ouest, non pas de manière aveugle, mais parce qu'il contribue à des formes de mobilité, il est en complémentarité avec le reste, il fait une ouverture au monde, il peut être générateur demain de mutations industrielles et d'emplois nouveaux, R&D, ingénierie que nous n'avons pas, mais ça n'occulte pas, et bon, si vous ne l'avez pas perçu, c'est pas grave, mais bon, ça voudrait dire que j'ai mal communiqué, mais ça n'occulte pas non plus que je sois soucieux du développement durable et que nous posons des actions, et je suis prêt à en débattre publiquement. Si l'occasion m'en est donnée, on l'a vu au travers des circuits courts, on l'a vu au travers de la recherche et des mutations industrielles et de la recherche sur la biodiversité du territoire. Je pense que moi je ne mets pas les deux en opposition. C'est une action publique. Et je suis en train de te dire, certes, l'aéroport il a un coût, mais il ne faudrait pas que ce soit les mêmes qui quand même me demandent toujours, à grand renfort de besoins, toujours plus d'équipements. Je pense qu'on a intérêt, nous, à se poser la vraie question, élus du territoire, de la mutualisation de nos équipements. Quand on voit 54 terrains de foot sur l'aire communautaire, ma foi, ça fait un terrain de foot pour 1000 habitants. Si Jean-Marc Ayrault avait fait la même chose à Nantes, dans sa reine métropole, il en aurait 600. Donc, cessons de dire que le territoire du Pays de Redon est sous-équipé. Si je regarde les piscines, nous avons 2 piscines. Certes, ça rend service aux enfants. Ils sont plus longtemps dans la piscine plutôt que d'être sur le trajet de transport. Si je regarde nos équipements culturels, il serait peut-être temps quand même que nous pensions aussi à mutualiser nos salles. On en a une belle à Saint-Nicolas, il y en a une belle à Saint-Péreux, il y en a une très belle à Sainte-Marie, il y en a une belle à Basse. Je crois qu'il y va de la responsabilité de chacun, effectivement, dans un monde un peu plus contraint demain, de réfléchir ensemble à nos réels besoins. Est-ce qu'on peut, comme le spectacle vivant, l'enfermer dans le théâtre pour le sport, ou est-ce qu'on ne doit pas, et c'est l'objet de ce que nous mettons en place à la communauté, ne pas s'approprier notre espace exceptionnel avec les voies d'eau. J'ai cette prétention d'avoir dit il y a 4 ans, là où il y a de la neige, il y a du ski. Là où il y a de l'eau, il y aura des activités sportives. Il n'y a pas que les inondations. Cessons de pleurer sur notre sort. Nous prouvons que c'est possible. Et si demain nous nous approprions à la fois nos sentiers de randonnée, nos boucles à vélo, nos voies d'eau, tout ça, ça fait moins d'immobilisation, on n'enferme plus le sport, il est accessible à tous et pas contraint, et qui plus est en famille, et pas destiné à une certaine catégorie ou fonction de créneau de disponibilité. Donc tout ça, moi c'est un vrai projet dont j'ai envie de parler avec le territoire. Si vous m'en donnez l'occasion, je suis prêt à débattre de tout. Ce sera l'objet d'un autre documentaire, si vous voulez bien. Ah ben je vous en remercie d'avance.